Bonjour à tous, ici Thomas Amoudi et je viens encore une fois vous parler de photographie. Aujourd'hui on va s'intéresser à une vieille légende urbaine de la photographie, l'instant décisif de Cartier-Bresson. Alors avant de rentrer dans les détails du sujet, je vais vous présenter Cartier-Bresson pour ceux qui ne le connaissent pas encore très bien. Alors Cartier-Bresson c'est un photographe, journaliste et dessinateur français. Il s'est surtout illustré dans la photographie de rue et dans le photojournalisme. En 1947 il a participé à la fondation de l'agence Magnum Photo, qui est une des plus grandes agences de photographie au monde encore actuellement. Sachant que le nom Magnum vient du champagne, du Magnum de Champagne qu'ils ont sabré en le fondant à New York, donc c'était en 1947. Et il l'a fondé avec Robert Capa, David Seymour, William Vandiver et George Roger de mémoire. Donc le plus connu ça reste Capa qui était son acolyte aussi. Donc la fondation de l'agence Magnum elle est pas mal pour comprendre Cartier-Bresson parce que ça permet de diviser un peu sa photographie en deux temps, c'est-à-dire des années 30 jusqu'à la fondation de Magnum, il était plutôt dans la vague surréaliste, donc avec des images de rue un peu justement surréelles, avec des ambiances particulières, et il faut vraiment creuser son travail pour comprendre ça. À partir de la fondation de Magnum, il se dirige un peu plus vers le photojournalisme, tout en gardant cet esprit surréaliste qui le caractérise, bien évidemment. Anecdote assez marrante avec Cartier-Bresson, c'est un des rares photographes à avoir une exposition posthume de son vivant. En fait, il a été fait prisonnier pendant la guerre, Cartier-Bresson, et il s'est échappé un peu plus tard, mais en 1943, deux conservateurs du MoMA à New York, c'était Nancy et Beaumont Newhall de mémoire, pensent qu'il avait disparu pendant la guerre et du coup décident de consacrer une rétrospective à son travail. Cette année-là, Cartier-Bresson avait finalement réussi à s'échapper, il apprend qu'il y avait une exposition en préparation au MoMA sur son travail, se rend sur place pour le finaliser, et je crois que l'exposition est parue en 1945. Donc finalement, il n'était pas vraiment mort encore à ce moment-là, Cartier-Bresson, et voilà. D'ailleurs, c'est pas la seule fois où il pensait mourir. Quand il était très jeune, il a été faire un voyage en Afrique, il devait avoir 19 ans, un truc comme ça, et il est tombé très malade, et il a écrit des lettres à sa famille en pensant que c'était la fin et compagnie, et finalement il a survécu, mais il a failli claquer plusieurs fois, notre petit ami Cartier-Bresson. Bon, Cartier-Bresson, il avait vraiment une vie très riche, et c'est impossible de résumer ça dans une vidéo. Il a eu un impact colossal sur la photographie, c'est pour ça que j'en parle très souvent dans mes vidéos, parce qu'il a influencé beaucoup de monde, il a participé à la fondation de Magnum, il a vraiment aidé à définir ce que ça a été la photographie au XXe siècle, donc c'est vraiment difficile de résumer son œuvre là de façon courte. Il a été tellement important qu'on l'a surnommé l'œil du XXe siècle. C'est d'ailleurs le titre de ce livre, Cartier-Bresson, l'œil du siècle, qui est une biographie de Pierre Assouline, que je vous conseille vraiment, elle est vraiment très cool, elle est très bien écrite et ça permet vraiment de comprendre le personnage et de comprendre sa photographie. Moi je l'ai vraiment adoré, donc si vous savez pas quoi lire au coin de la cheminée cet hiver, je vous le conseille. D'ailleurs, l'histoire de Cartier-Bresson elle est tellement riche qu'on pourrait considérer qu'il y a plusieurs Cartier-Bresson quasiment. Il y a l'être humain, comme vous et moi, que l'on comprend en lisant ce livre, qui est juste un gars normal, qui a une vie exceptionnelle mais qui est un gars comme tout le monde. Il y a un peu le mythe qui est vendu par Magnum, donc c'est le mythe du grand photojournaliste qui a été partout à travers le monde, etc. C'est un peu une vision différente de son travail. Et enfin, la dernière vision, c'est le Cartier-Bresson des galeries d'art, parce qu'il y a très régulièrement des ventes de ses tirages, et le Cartier-Bresson des galeries d'art, il est complètement décorrélé de l'histoire et du photojournalisme. Là, on est plus dans l'analyse d'image et compagnie, donc il y a vraiment trois façons de le percevoir, parce que c'est un personnage complexe et qui a eu plusieurs facettes dans son travail. D'ailleurs, personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à apprécier le travail de Cartier-Bresson. Au tout début où j'ai commencé à m'intéresser à la photographie et que je suis tombé sur ce travail, je trouvais ça un peu vieillot, un peu éculé, vu et revu, avant de comprendre à quel point ça avait été plutôt fondateur et ça avait été l'élément lanceur de plein de choses en photographie. Comme quoi on commence tous par être un petit peu con au début, et après normalement ça va mieux. Et si ça va pas mieux et que vous restez con, vous pouvez toujours fonder et devenir modérateur d'un groupe Facebook. Donc petit à petit, je me suis intéressé vraiment à son histoire, donc en lisant sa biographie et d'autres livres sur lui, et j'ai découvert un personnage qui était un peu loin des clichés qu'on répand partout sur internet, et qui avait vraiment une œuvre très riche et très intéressante. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un aspect de sa photographie, qui est l'instant décisif, et un peu comment il est perçu, et pourquoi il n'est pas forcément très bien compris. Je vais vous montrer une image, vous comprendrez mieux. L'instant décisif, ce serait une sorte de moment parfait quand Cartier-Bresson capture sur le vif parce qu'il est vraiment trop fort, et qu'il souhaite tellement conserver qu'il refuse toute retouche et tout recadrage. En gros, la vraie photographie, ce serait ça, prendre des éléments incroyables en étant là et en étant hyper réactif, et les garder tels quels et de façon pure, parce que vraiment, on est trop balèze. Mais tout ça, c'est qu'un gros tas de conneries. Déjà, le concept d'instant décisif ne vient même pas de Cartier-Bresson. En 1952, il a publié un livre qui s'appelle Images à la sauvette. C'est ce livre-là dont la couverture a été faite par Matisse. Donc là, c'est un buisson, un oiseau avec des lauriers, montagne, le soleil, un autre buisson, un lac. Bon, bref. La couverture a été faite par Matisse. C'est vraiment un ouvrage qui est ultra fondateur de l'histoire de la photographie. Très honnêtement, si ma bibliothèque brûlait, j'emmènerais sûrement que celui-là. Il était en rupture de stock il y a pas longtemps, je crois qu'il y a Steidl en a remis sur Amazon. Je vous mets un petit lien
dans la description, si jamais il y en a, que vous puissiez en acquérir un. C'est vraiment le putain de bouquin à avoir chez soi. Bref, Images à la sauvette paraît en français, alors je crois que c'était chez Thériade, je confonds l'éditeur français et l'éditeur anglais, mais bref. Il y a un autre éditeur américain qui produit le même livre au même moment et qui cherchait un titre. Et The Image at the Soviet, c'était quand même pas hyper commercial. Du coup, ils ont cherché un titre. En vrai, une fois traduit, ça se serait appelé Image on the Run, mais encore une fois, ils trouvaient ça pas forcément vendeur, ils ont cherché autre chose. Au début du livre, il y avait une citation d'introduction. C'est une citation du cardinal de Retz qui dit « Il n'y a rien dans ce monde qui n'est un moment décisif ». Donc la citation est sur la page de garde du bouquin à l'intérieur, et du coup, comme il dit qu'il n'y a rien dans ce monde qui est un instant décisif, il décide d'appeler le bouquin « The Decisive Moment ». Donc forcément, aux États-Unis, Cartier-Bresson commence à être connu comme le photographe de l'instant décisif, parce que déjà à l'époque, il y avait très peu de livres sur la photographie d'art comme ça, je crois que c'était un des premiers, c'était vraiment pas courant, donc forcément il avait tout de suite une aura un peu extraordinaire. C'est un peu comme pour nous, le jour où on aura des Blu-ray d'œuvres en réalité virtuelle à expérimenter, ça nous paraîtra extraordinaire parce qu'on l'aura jamais vu, donc il y a un peu cette aura-là. Donc il est connu aux États-Unis comme le photographe du Decisive Moment, et petit à petit, cette vision de son travail arrive en Europe et l'instant décisif arrive chez nous. Donc c'est une traduction de traduction. On a traduit le livre de Cartier-Bresson en anglais et le nom anglais a été retraduit en France et il est devenu le photographe de l'instant décisif. En fait, il n'y a pas vraiment d'instant décisif dans la photographie de Cartier-Bresson. Mais avant de rentrer dans le détail de sa pratique, on va juste réfléchir un petit peu, c'est-à-dire, même s'il y avait un instant décisif dans le travail de Cartier-Bresson, il ne serait propre qu'à lui-même. C'est-à-dire, si vous prenez ses planches contact, il fait toujours plusieurs photographies d'une scène, ça s'appelle juste travailler, il fait plusieurs photographies, et il en choisit une qui, pour lui, représente le moment décisif. Mais si vous éditiez son travail à sa place, je sais pas, il n'avait pas eu le temps de le faire, ce serait pas forcément le même pour vous. Donc l'instant décisif, c'est quelque chose de subjectif et pas du tout d'absolu. Et enfin, c'est une vision qui n'est que propre à Cartier-Bresson, c'est-à-dire, c'est pas parce que lui a une aura extraordinaire et a fait ça que c'est forcément la bonne réponse à comment faut faire de la photographie. Par exemple, Raymond Depardon, qui est un autre photographe français hyper connu, dont j'adore aussi le travail, il a fait un livre qui s'appelle Errance, dont je vous mets quelques images. Et Errance, comme indique son nom, c'est une errance, un voyage un peu photographique aux États-Unis. Errance, ça se passe sur un temps plutôt long. Voilà, c'est un peu à l'opposé de Cartier-Bresson. C'est un peu un temps long, un temps mort, où l'instant où était prise l'image est quelque part interchangeable, dans le sens où elles auraient pu être prises 1 heure plus tôt, 1 heure plus tard, sans que ça change trop ce à quoi elles ressemblent, ce qui est impossible le travail de Cartier-Bresson. Et du coup, voilà, l'instant décisif, c'est pas le truc absolu et ultime parce que c'est lui qui l'a fait. Ce serait, si c'était venu de lui, ce qui n'est pas le cas, ce serait qu'une vision parmi d'autres dans la photographie. En plus, la façon de Cartier-Bresson de travailler va un peu à l'encontre de cet instant décisif. Il y a une grande part de ces images qui est préparée, et on n'est pas vraiment sur le vif comme ça, à dégainer l'appareil, à prendre un truc dès qu'il s'y passe. En fait, Cartier-Bresson, il repérait des lieux qu'il aimait bien, donc je sais pas, qu'il y avait des formes géométriques qui lui plaisaient, une bonne lumière, etc. Donc c'était souvent un plan parallèle au plan de l'image, donc ce qui veut dire genre face à un mur, face à un bar, face à une rue, face à ce que vous voulez. Et en fait, il attendait que quelque chose s'y passe, qu'il y ait une sorte de présence simultanée d'éléments qui arrivent, et il déclenchait à ce moment-là. Mais c'est un peu comme si il posait la scène du théâtre et il attendait que les acteurs rentrent. Mais il n'est pas à se promener et à se balader à faire des photos, comme font d'autres photographes, comme Bruce Gilden, il y en a plein qui marchent et qui se promènent comme ça. Chez Cartier-Bresson, il était plus du genre cueilleur que chasseur. Vous voyez ce que je veux dire? On passe dans son cadre, clac, il nous prend, plutôt que d'aller chasser dans la rue. C'est pas aussi binaire que ça dans la réalité, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, mais c'est juste pour vous donner une idée de un peu comment il fonctionnait. Il y a quand même une grosse part de ces images qui est construite en amont et qui est attendue dans le résultat final. Alors aussi sur les recadrages, quand il refusait de le faire, c'était pas du tout parce que c'était un puriste, parce qu'il y a certaines de ces images qui sont recadrées. Là je vous montre un exemple de la photographie à la gare Saint-Lazare de Cartier-Bresson, donc vous avez le négatif et on voit bien qu'il a été coupé. Là où il refusait vraiment de recadrer, c'était pour son travail photojournalistique, parce qu'il voulait pas que la publication trahisse l'événement qui s'était présenté. Par exemple, je sais pas s'il y avait une scène avec 4 personnes, il voulait pas qu'en coupant pour que ça rentre sur la page, il y en ait 3. Donc il tenait vraiment à ce que ces images transmettent le plus possible ce qui s'était passé en vrai, et c'est aussi pour ça qu'il était assez attaché à la légende et au fait de raconter correctement ces images. À ce sujet, je vous renvoie vers mes vidéos sur les titres, dans lesquelles il y a un petit extrait de Cartier-Bresson, où il explique ça. D'ailleurs, il a tellement défendu ce point, que c'en est presque devenu sa marque de fabrique. Comme vous le voyez à l'écran, il écrivait derrière toutes ces images, prière de reproduire cette photo intégralement sans en modifier le cadrage. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart de ces images ont un cadre noir, enfin que ça arrive assez régulièrement, c'est parce que juste c'est la preuve qu'en voyant le négatif, que l'image n'a pas été coupée et qu'elle correspond bien à ce que Cartier-Bresson voulait montrer. Donc en fait, c'est pas quelque chose de dogmatique, il a jamais dit faut pas recadrer, faut pas retoucher ces images, c'est de la merde, faut être un puriste.
comme c'est parfois présenté sur internet quand on discute avec les gens, genre je recadre pas, moi je suis un vrai, je ne retouche pas, je suis un vrai, c'est plus lié à son souci en tant que photojournaliste d'être au plus proche de la vérité, et encore une fois, c'est beaucoup plus complexe que la façon dont on le présente à la base. En fait, je pense pas qu'on puisse vraiment comprendre l'œuvre de Cartier-Bresson en prenant comme clé de lecture l'instant décisif. C'est pas vraiment de lui, c'est beaucoup trop galvaudé, ça n'a pas vraiment de sens vis-à-vis de sa pratique, de comment il le faisait vraiment sur le terrain. Je pense pas que ce soit la bonne façon de comprendre son travail. Je pense qu'on est beaucoup plus près de comprendre ce qu'il voulait faire et de ce qu'il voulait dire avec la notion de tir photographique. Un des livres de chevet de Cartier-Bresson, c'est le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, qui parle vraiment du zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, de comment tirer une flèche, de comment s'abandonner à l'acte, etc. Donc c'est pas du tout un livre sur la photographie, c'est un livre d'un philosophe allemand de mémoire qui a été au Japon pour apprendre le tir à l'arc et qui retransmet dans ce bouquin toute la philosophie qu'il y a autour de cette pratique au Japon. Mais en fait, Cartier-Bresson fait juste l'analogie entre le tir photographique et le tir à l'arc. Donc je pense que c'est important de lire ce bouquin, il est pas très cher, je crois que j'ai dû le payer 9 balles, un truc comme ça. C'est important de lire ce bouquin pour avoir un peu, pour comprendre l'approche zen qu'il a eue dans sa photographie, et je pense que vous serez plus proche de comprendre l'état d'esprit de Cartier-Bresson et d'en tirer des choses pour votre pratique avec ça, qu'en répétant des conneries sur l'instant décisif et sur le fait de pas recadrer et de pas retoucher, etc., qui sont plutôt du bullshit. Je vous mets aussi dans la description plein de sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo, en espérant que ça vous aide à comprendre mieux le travail de Cartier-Bresson. S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est documentez-vous et étudiez les œuvres des photographes connus plutôt que de répéter les conneries qu'on dit dessus sur internet. Vous apprendrez plein de choses, c'est fun, et vous développerez votre esprit critique, ce qui sont 3 bonnes raisons de faire ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et la partager autour de vous pour répandre la bonne parole sur Cartier-Bresson. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Il parlera pas de Cartier-Bresson, mais j'espère qu'il vous aidera beaucoup aussi. Moi je vous dis à bientôt et prenez plein de photos.